Bienvenue sur le web télé des souverainistes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter Pierre Hilard, qui est docteur en sciences politiques. Il s'est distingué ces dernières années en écrivant 3 livres fondamentaux sur la construction européenne. Le premier s'appelle Minorité et régionalisme, le plan allemand qui va bouleverser l'Europe. Le deuxième qui s'appelle La décomposition des nations européennes. Et le troisième qui s'appelle La marche irrésistible du nouvel ordre mondial. Destination Babel. Et destination Babel, c'est tout dire. Alors, Pierre Hilard, pouvez-vous, dans un premier temps, nous parler peut-être aussi ce qui vous a amené à écrire ces livres, les raisons et pourquoi, et les explications un petit peu de l'évolution d'un livre par rapport à l'autre. Je crois que ça serait vraiment parfait pour nos auditeurs. Oui, ma foi, bon, de tout temps, depuis mon enfance, je me suis toujours intéressé à l'histoire. Voilà. Mon grand-père m'a même offert, quand j'étais enfant, Petite histoire de France de Jacques Mainville. Donc j'étais marqué du sceau de la fatalité dès le début. Bref, donc dès le début, j'ai été marqué par Bainville. Je me suis énormément intéressé à l'histoire, aux origines. Pour comprendre une situation, la situation d'aujourd'hui, il faut toujours comprendre le passé. Comme disait Auguste Comte, les morts gouvernent les vivants. Et m'intéressant à l'histoire, à la politique, parce que tout ça c'est lié, je me suis intéressé à ce qui se passait aujourd'hui en France, dans les États européens. Et au cours de mes études, j'ai fait donc des études d'histoire, de sciences politiques. J'ai voulu, après ma maîtrise, mon 3e cycle, puis ensuite ma thèse de sciences politiques, approfondir les sujets, et je me suis intéressé à l'Europe, et plus exactement à l'Allemagne, car l'Allemagne, dans la construction européenne, a joué un très grand rôle, et continue à jouer un très grand rôle. Alors dans mon premier livre, Minorité et régionalisme, j'ai donc voulu expliquer la vision qu'avaient les Allemagnes au début, au Moyen-Âge, dans leur conception à l'égard des pays de l'Est, c'est-à-dire ce qu'on allait appeler donc les pays comme la Pologne, la République tchèque, enfin les Tchèques à l'époque, pas République tchèque au Moyen-Âge évidemment, la Hongrie, et je me suis intéressé à la colonisation allemande dans tous les pays d'Europe de l'Est et en Russie jusqu'à Catherine II. Et j'ai constaté que toutes ces populations allemandes obéissaient aux mêmes critères d'autonomie politique, économique, fiscale, culturelle, et ces groupes perduraient au sein de ces populations slaves et magyares sans se fondre dans la masse environnante. Et je me suis dit, vu qu'il y a une permanence dans la nature humaine, eh bien, est-ce que l'Allemagne ne ferait pas la même chose dans le cas de la construction européenne? Et à partir des exemples du passé, j'ai pu prouver que actuellement, dans le cas de la construction européenne, l'Allemagne est à l'origine de tous les textes de la construction européenne, que ce soit la régionalisation, charte de l'autonomie locale, charte de l'autonomie régionale, la fameuse décentralisation lancée par Raffarin, ce n'est que l'application des mesures européennes, la coopération transfrontalière qui a pour but d'effacer les frontières nationales en frontières administratives, et une frontière administrative, ça se déplace facilement, la promotion de l'ethnicisme, l'aménagement du territoire, le code civil européen, tout ça c'est allemand. Ça c'était donc mon premier livre. Et dans mon deuxième livre, La décomposition des nations européennes, qui présente d'ailleurs une carte avec une Europe de l'Ouest déjà en voie de décomposition, et puis surtout avec un drapeau européen. C'est la marque de fabrique. Cette carte-là date de 1997 et qui montre déjà la Catalogne indépendante, le Pays Basque. Et chose très intéressante pour une carte de 1997, le Monténégro qui est indépendant. Alors je rappelle que le Monténégro est indépendant que depuis 2006, et cette carte de 1997 montre aussi un Kosovo déjà indépendant. Donc en réalité, il faut bien comprendre que ces choses-là sont faites et préparées très longtemps en avance. Et ce livre, La décomposition des nations européennes, c'est, si je puis dire, par rapport au premier, le tome 2, où j'ai voulu montrer que la construction européenne n'est pas une finalité, mais une étape vers l'État mondial. D'ailleurs, j'ai mis un sous-titre de l'Union euro-atlantique à l'État mondial. Et mon troisième livre, qui donc vient de sortir, La marche irrésistible du nouvel ordre mondial, et qui peut, avec ce titre, paraître un peu pessimiste, mais je donne indirectement une réponse avec ce petit encart rouge, Destination Babel, et on connaît la suite pour Babel, l'échec de Babel. J'ai voulu montrer et souligner les différents jalons qui rentrent dans la composition de cet État mondial, avec l'émergence de grands blocs continentaux
en voie d'unification européens, nord-américains, sud-américains, asiatiques, etc. Et l'objectif étant de les standardiser et faire en sorte qu'ils soient régentés par les mêmes lois, par les mêmes normes, et l'ensemble étant régenté par une autorité supérieure. Et d'ailleurs, je n'invente rien, parce qu'il va de soi que pour ce genre de choses, vu le nombre d'adversaires qui sont prêts à vous faire des croche-pieds dès que vous commettez une petite erreur, il va de soi que toutes mes affirmations s'appuient sur des preuves irréfutables, et en particulier, je cite un grand prince du mondialisme, qui s'appelle David Rockefeller, et qui a sorti ses mémoires aux éditions de Fallois en 2006. Et David Rockefeller, bon, il faut savoir d'abord que c'est l'ancien patron du CFR, le Council on Foreign Relations, qui est le grand think tank américain où s'élabore la politique étrangère américaine, peu importe que ça soit démocrate ou républicain à la Maison-Blanche, mais ça sont les étiquettes. C'est aussi le fondateur de la trilatérale, au début des années 70. Bon, désormais c'est un président d'honneur, mais il a joué un très grand rôle. Et dans ses mémoires sortis en 2006, il y a une très grande franchise. Vous savez, Bismarck disait, en politique, il faut toujours suivre le droit chemin, on est sûr de n'y rencontrer personne. Eh bien, cher David Rockefeller, lui, il ne prend pas de gants, il le dit de manière très nette. Je cite, alors déjà, titre du chapitre 27 de ses mémoires, internationaliste et fier de l'être. Et ça, on reconnaît l'esprit sans frontières. Vous savez, vous avez dans le mondialisme les deux branches. La branche néolibérale, incarnée par David Rockefeller, mais aussi tous les William Kristol, Robert Kagan, et puis la branche altermondialiste, de gauche, marxiste, style Arlette Laguiller, qui sont tous des internationalistes, mais version marxiste. Peut-être juste expliquer aux gens ce que c'est le mondialisme et la mondialisation. Oui. Pour bien que les gens puissent situer la différence. Faire la différence, voilà, oui, oui. Parce qu'il y a une confusion entre ces deux termes. D'ailleurs, c'est ce que j'établis cette distinction dans l'avant-propos, dans ce livre, La marche irrésistible du nouvel ordre mondial, aux éditions François-Xavier Guibert, où je dis que finalement la mondialisation est une chose normale. Ce ne sont que des échanges humains, matériels, financiers, et qui évoluent avec l'évolution technique. Autrefois, on se déplaçait à pied, c'était en carriole, on prenait le bateau. C'était des échanges, c'était une mondialisation. Et puis, c'était l'Empire romain, par exemple, c'était Mare Nostrum, c'était la mondialisation de l'époque. Puis quand Christophe Colomb a découvert les Amériques, il y a eu une mondialisation intercontinentale avec les caravelles qui faisaient la navette. Et puis ensuite, les découvertes se sont étendues sur toute la planète, il y a eu des échanges, et puis des échanges qui se sont multipliés avec la voiture, le téléphone, puis maintenant, n'en parlons pas, avec Internet. Donc, ce n'est ni bien ni mauvais, c'est simplement les moyens techniques qui font que les choses s'accélèrent et qu'on peut se déplacer plus facilement en Australie qu'il y a 100 ans. Voilà. Ce n'est pas un point négatif, ce n'est pas un point positif, simple évolution. Et on peut même aller plus loin, c'est ce que j'écris, dans plusieurs générations. Il y aura une possibilité de peuplement humain sur des planètes style Lune, Mars, il y aura des pôles économiques qui vont se créer, il y aura une mondialisation interplanétaire. C'est pas tout de suite, peut-être dans 100 ans, mais la chose en elle-même n'est ni bonne ni mauvaise. En revanche, la distinction avec la mondialisation est à établir avec le mondialisme. Le mondialisme est une philosophie, et je dirais même plus, une mystique. Car finalement, c'est la volonté de créer un homme, l'homme nouveau. Alors, toutes les idéologies, qu'elles soient communistes, nazies, etc., ou révolutionnaires, où on voulait créer un homme nouveau. Vous savez, ce fameux révolutionnaire français, je crois que c'est Gracchus Babeuf qui disait si on ne peut pas changer le peuple, changeons de peuple. Alors, ça vous nitrate à tire-larigot, à grands coups de génocide, et finalement, tous les grandes idéologies ont toujours voulu formater un homme unique. Et le mondialisme a pour but de détruire les nations, de détruire les traditions, les différences, et créer un fromage, mais vraiment insipide, une pâte molle, un esprit uniformisé, standardisé, pensant pareil et consommant pareil. Et d'ailleurs, dans le mondialisme, vous avez le principe du glocal, qui est un terme qui n'est pas tellement connu, qui est la construction de local et de global. L'objectif, c'est finalement de faire un mélange des populations, des cultures, de telle manière que l'on habite Paris, New Delhi, Washington, Ploudalmézeau en Bretagne, ou Botswana en Afrique australe, il y ait un tel mélange de cultures et de populations que ça soit exactement pareil, que chaque local représente
la population globale et que la multiplication de chaque local représente le global et donc la fusion des deux représente le local. Pensons donc pareil, consommons pareil. Et c'est ça que veut faire le mondialisme, avec qui plus est une inversion des valeurs. Finalement, je dis toujours que finalement l'objectif du mondialisme, c'est de faire de l'homme un simple estomac prolongé par un sexe. C'est tout. C'est-à-dire vraiment réduire l'homme à pire qu'un animal. Et ce qui est révélateur, c'est de voir finalement, et je le dis dans ce livre, dans La marche irrésistible d'une nouvelle ordre mondiale, c'est que tout ça, ça a été annoncé il y a des dizaines, pour ne pas dire des générations, des dizaines d'années, entre autres dans le fameux livre Aldous Huxley, Le meilleur des mondes, livre sorti en 1931, qui raconte l'histoire d'un État mondial divisé en 10 communautés continentales, 10 ou 7, je ne sais plus, et la communauté continentale européenne est dirigée par un grand administrateur qui s'appelle Mustapha Meunier. Prénom typiquement arabe, nom typiquement français. Et là, c'est bien ce mélange du local où on doit avoir un mélange le plus homogène possible de toutes les cultures, de toutes les religions. Et évidemment, tout ça, c'est uniformisé. Alors cet État mondial raconté par Aldous Huxley est atroce parce que vraiment, on a un monde, j'allais dire, qui n'est plus humain, où ce sont des consommateurs et des jouisseurs, mais des jouisseurs tordus, puisque il y a entre autres la prise d'un produit qui s'appelle le soma, et le soma qui doit rendre heureux, parce qu'il faut être heureux. On n'a pas le droit d'être malheureux, mais c'est vraiment tordu. Et ce bouquin, qui est sorti en 1931, était un très très beau livre de science-fiction. Et oui, à l'époque, en 1931. Mais quand on le relit, tout d'un coup, on se rend compte, en 2007, qu'il y a des passages qui ressemblent terriblement à notre époque. Déjà, le monde, dans le bouquin de Huxley, qui est divisé donc en 10 administrations continentales, eh bien c'est ce qu'on veut faire actuellement avec l'Union européenne, d'où la volonté mordicus d'établir un traité modificatif, la volonté d'établir une Union nord-américaine, qui a été lancée officiellement en 2005 avec les États-Unis, Canada et Mexique, une seule entité politique, économique et militaire avec une monnaie unique remplaçant dollar américain, dollar canadien et le peso mexicain qui s'appellerait l'Amero. Certains disent peut-être dollar nord-américain, mais peu importe l'étiquette. L'objectif, c'est une monnaie unique avec une banque centrale nord-américaine, Super Fed. Et c'est pareil pour l'Amérique du Sud, puisque fin 2004, on a lancé ce qu'on appelait la déclaration de Cusco, qui a pour objectif donc de créer un État sud-américain avec un parlement sud-américain, une monnaie sud-américaine. Et puis fin 2006, on a lancé l'Union asiatique. Et donc créer ces grands pôles qu'il faudra ensuite fusionner pour créer une sorte de région-monde. Dans votre livre, vous citez même par la même idéologie et dont les populations auront été au préalable alignées dans leur structure mentale sur les critères édictés au sommet. Oui. Là, c'est très fort. Hein. Oui, en particulier, c'est ce que je dis dans ma conclusion, l'objectif, entre autres, c'est donc d'uniformiser les esprits en appauvrissant le langage. Et ça, Orwell l'avait parfaitement compris. Qui appauvrit le langage, obligatoirement appauvrit la pensée. Un langage pauvre, vous avez une pensée pauvre. Et quand vous avez une pensée pauvre, vous êtes malléable plus facilement. C'est logique. Quand on veut détruire, il faut toujours penser qu'est-ce qu'il faut faire exactement pour rendre l'homme esclave. Il faut appauvrir son langage, et il faut assouvir ses plus bas instincts. Tout naturellement, parce qu'on est fait de chair et de sang, on a tendance à aller vers la pente plus fatale de satisfaire ses envies. C'est normal. Bon. Mais on doit quand même essayer d'être différent du monde animal et d'essayer de se contrôler. C'est pas toujours facile, mais en tout cas d'essayer pour finalement savoir se maîtriser et avoir des pensées plus hautes, parce qu'on n'est pas uniquement qu'un amas de cellules. Et l'objectif, c'est vraiment d'appauvrir le langage. Vous savez, en tant qu'enseignant, je me rends compte surtout de l'aspect conventionnel et très primaire des élèves ou des étudiants que j'ai, puisque finalement, on se rend compte que peu importe l'origine sociale, et c'est ça qui est peut-être le plus frappant, peu importe l'origine sociale, ils sont conventionnels. Et ça, c'est très frappant de voir un esprit, ils sont dans le moule. La liberté, oui, ils sont tous pour la liberté, mais une liberté qui est dirigée. C'est frappant, parce que voyez-vous, je pense à
un Anglais qui s'appelle, un cinéaste anglais qui s'appelle Patrick McGowan, qui a tourné dans les années 60, en 67-68, un feuilleton anglais qui s'appelle Le Prisonnier, qui est en 17 épisodes, je crois, qui est absolument extraordinaire, qui raconte l'histoire d'un espion qui se rebelle contre l'autorité. On ne connaît pas la raison de sa rébellion, mais le résultat, c'est qu'il se fait endormir à son insu, et quand il se réveille, il se réveille dans le village, the village, au bord de la mer, un cadre idyllique, propre, hygiénique, où tout le monde est heureux. Mais il est impossible de quitter le village. Alors, il y a toutes les langues de la terre. En réalité, le village représente la terre, où il y a tous les mélanges de population. Et tout le monde a un numéro. Et le héros, dans l'histoire, porte le nom de numéro 6. Et son objectif, c'est de fuir ce monde trop parfait, mais qui est inhumain. Parce qu'en réalité, sous cette apparente liberté, il y a un ordre. Tout le monde doit suivre la même direction. Tout est organisé. En gros, c'est une prison dorée. Et lui, il veut, comme il le dit d'ailleurs, rester un homme libre. Alors ça, évidemment, face aux autorités supérieures du village, c'est une infamie. Et donc, à la fin, il arrivera à s'enfuir, mais même quand il revient à Londres, il se rend compte que même apparemment sorti du village, il est toujours pris dans cette organisation mondiale qui le contrôle et qui le surveille. C'est ce qui nous attend pareil. Ça rappelle un petit peu le traité de Lisbonne qu'ils sont en train de nous présenter. Oui, ce traité de Lisbonne qui en réalité a pour objectif, c'est la mouture finale, qui a pour objectif de créer ce fameux pôle européen unifié qui doit ensuite s'insérer dans cet État mondial. Et ce traité de Lisbonne, d'abord, ce traité de Lisbonne n'est que la suite du traité constitutionnel refusé par les Français et les Hollandais en 2005. On a simplement changé le papier d'emballage. Vous savez, il y a cette fameuse phrase de Coluche qui disait, il a dit des choses tout à fait justes, Coluche disait « Si le fait de voter changeait véritablement les choses, depuis longtemps les élections auraient été supprimées ». C'est d'une profondeur cette phrase, parce que les Français et les Hollandais ont dit non. Eh bien, en face, on leur fait un bras d'honneur et on nous refourgue le même truc avec un papier d'emballage modifié. Giscard d'Estaing lui-même ne s'est pas privé pour dire que c'était exactement la même chose, un peu bidouillé, un peu ceci, un peu cela. Je me souviens d'un dessin humoristique hollandais représentant le traité modificatif qui en été composé de petits morceaux de papier découpés avec des morceaux de colle. Comme ça, on avait rebidouillé le truc de telle manière, mais c'était exactement la même chose, avec deux points essentiels. La primauté du droit européen sur le droit national, c'est-à-dire c'est Bruxelles qui a le dernier mot, ce n'est plus la France, plus l'Italie, plus l'Espagne, en sachant qu'en plus, qui dit Bruxelles dit les lobbies, donc les groupes de pression. Et le deuxième point, c'est ce qu'on appelle la personnalité juridique, c'est-à-dire que l'État européen en devenir aura la possibilité de signer des traités reconnus internationalement, et c'est terminé pour la France. Et à cela s'ajoute, en plus de ce traité modificatif qui donc pose les assises d'un véritable État européen, il y a les régions qui acquièrent une autonomie complète, politique, fiscale, administrative, et une Europe des régions qui est concoctée à Bruxelles, et j'ai en particulier cette carte qui n'est un prototype temporaire, parce que ça va encore être modifié, cette carte de 2002, sortie au sein de l'ARE, l'Assemblée des régions d'Europe, où d'ailleurs vous avez déjà la Turquie qui est intégrée. Donc qui montre bien que l'affaire turque, sauf évidemment cataclysme, sauf événement grandiose qui bouleverse la donne, la Turquie est déjà intégrée et parcellisée. Et je remarque quand même que la Russie aussi en fait partie, oui. Et ce qui explique d'ailleurs les problèmes qu'il peut y avoir au sein de la Fédération de Russie, et certainement fomentés de l'extérieur. Oui, par exemple, vous avez la Russie et les fameux États, la CEI, la communauté des États indépendants. Et pour vous montrer les rivalités au sein des États de la CEI et de l'Union européenne, il y a quand même cette petite information que les Français doivent savoir. Vous avez par exemple la Biélorussie dirigée par Loukachenko. Bon, évidemment, ce n'est pas un ange de vertu, mais il n'y a pas trop à critiquer quand on voit nos hommes politiques, comment ils sont. Mais officiellement, la Biélorussie est traitée de tous les maux, et on cherche à tout prix, les instances européennes et américaines cherchent à tout prix à faire basculer l'État biélorusse du côté de l'Union européenne, du bloc euro-atlantique. Et cette anecdote, vous avez
l'OCDE, donc cet organisme qui a pour but d'établir les droits de l'homme, etc., la démocratie, qui était présent en Biélorussie et dirigé par un représentant allemand qui s'appelait Hans Jörgvik, qui était donc le patron de l'OCDE en Biélorussie. Donc officiellement, noble tâche, imposer la démocratie, la protection des droits de l'homme, qui peut être contre. Mais évidemment, la réalité est tout autre. Ce patron de l'OCDE jusqu'en 2001 en Biélorussie, Hans Jörgvik, si on s'était un peu intéressé à son CV, on aurait vu qu'avant d'être le patron de l'OCDE en Biélorussie, c'était aussi l'ancien patron des services de renseignement allemands, du BND. Ah. Petit détail, Anodin. anodin. L'ancien patron du Bundesnachrichtendienst, qui était à la tête de l'OCDE en Biélorussie. Alors on peut comprendre que Loukachenko n'appréciait pas tellement cette intrusion. Voilà. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc en réalité, les dés sont pipés, comme on dit. Revenons 2 minutes au traité de Lisbonne. Oui. Il y a une nouvelle charte aussi des droits de l'homme. La charte des droits fondamentaux. Voilà. Alors, quel sera l'impact sur la vie des Français avec cette fameuse charte? Alors, cette charte des droits fondamentaux donne des droits aux groupes ethniques en particulier, qui vont pouvoir réclamer une reconnaissance de leurs droits culturels, leur identité, au détriment des États, nations comme la France, etc. Et compte tenu qu'il y a une primauté du droit européen sur le droit national, grâce à ce traité modificatif, les États vont être court-circuités. Voyez-vous, en gros, il y a 3 niveaux. Région, État français, italien, espagnol, Union européenne. Et dans une relation à 3, c'est comme pour les relations humaines. Il y a toujours un en trop. Et dans cette affaire, les régions sont connectées directement et de plus en plus, et en particulier connectées financièrement à Bruxelles. Et puis entre les deux, façon casse-noix, les États se font broyer. Cette charte des droits fondamentaux me semble, suite à ce qui vient d'être dit, être dans la suite logique de tout ce qui avait été mis en place par l'UFCE, c'est-à-dire en Allemagne, un organisme créé par les Allemands, et qui avait été fait au départ, si je me souviens bien, pour protéger toutes les minorités ethniques que les Allemands avaient laissées derrière eux à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et je crois qu'il y a même ça va même jusqu'à la Sibérie, si je me souviens bien. Oui, exact. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, maintenant, ça s'est généralisé, il y a eu des accords européens, et certainement, si une minorité installée quelque part le souhaite, elle peut demander la possession aussi du territoire, si j'ai bien compris. Exactement. Vous avez donc cité l'UFCE, l'Union fédéraliste des communautés ethniques européennes, financée par le ministère de l'Intérieur allemand. Et d'ailleurs, dans mon livre Minorité et régionalisme, je donne toute la liste des mouvements autonomistes soutenus par l'Allemagne avec les noms et les adresses, documents officiels, et le nom et l'adresse du haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur allemand qui encadre tout ça. Il s'appelle Rolf Gossmann et j'ai même sa photo. Donc on peut pas... Vraiment, il y a tout pour plaire. L'adresse, et j'ai même laissé le numéro de téléphone de l'Institut. Comme ça, vraiment, on peut vérifier. Hein. D'ailleurs, il m'embête pas parce que le document vient de chez eux. Donc, bon, ils peuvent pas nier. Bon, je peux plus les voir maintenant, parce que je sais pas pourquoi, ils m'apprécient plus. Et donc, oui, l'UFCE est un institut qui était basé au nord de l'Allemagne, à Flensbourg, soutenu par l'Allemagne, enfin le ministère de l'Intérieur allemand, et qui cherche à soutenir tous les groupes ethniques. Et ces groupes ethniques vont pouvoir réclamer des droits, grâce en particulier à la Charte des langues régionales et à la Convention 4 pour la protection des minorités, 2 documents européens, en réalité documents allemands, puisque le premier document, c'est fait par un Allemand, un avocat allemand, qui s'appelle Herbert Kohn, et qui a travaillé avec l'UFCE, et la Convention 4 pour la protection des minorités a été pour l'essentiel rédigée par ce fameux haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur allemand, Rolf Gossmann. Et ces 2 documents ont été en amont élaborés par, et ça aussi il faudra un jour en parler, par 2 Allemands, Alphonse Goppel et Sigbert Halber, qui sont les anciens présidents de la Pan-Europe Allemagne. Et là, la Pan-Europe, j'en parle dans mes livres, c'est un organisme qui a été créé dans les années 20 par Richard de Coudenhove-Kalergi et qui est extrêmement puissant, puisqu'il faut savoir d'abord que le Conseil de l'Europe, c'est la Pan-Europe. L'Ode à la joie, l'hymne européen de l'Union européenne, c'est la Pan-Europe. Et la Pan-Europe a joué un rôle essentiel
pour la promotion de l'ethnicisme. Et d'ailleurs, une chose qui est intéressante, c'est que les principes fondamentaux de la pan-Europe, qui disent de manière très claire qu'il faut promouvoir les groupes ethniques d'un point de vue économique et culturel et économique, la pan-Europe avait comme président d'honneur en 2002 un certain Jacques Chirac. Quand on sait que ces principes sont absolument contraires aux principes républicains, on a envie de dire Jacques Chirac, bon, c'est bien du Jacques Chirac, aucune conviction. Bon. Et donc, ces groupes ethniques vont pouvoir réclamer des droits, et des droits qui vont être qui vont se trouver sur un plateau grâce à cette fameuse charte des droits fondamentaux, qui a d'ailleurs été en grande partie, qui s'inspire en réalité du modèle ethniciste allemand, et qui vont donc, ces droits fondamentaux être appliqués à partir du moment où le traité modificatif sera ratifié par les 27 États de l'Union européenne. Alors, la plupart vont tous ratifier cette charte, ce traité de Lisbonne, ce traité modificatif par la voie parlementaire, à l'exception de l'Irlande, où c'est par la voie référendaire. Donc ça peut bloquer. Et aussi, il faut voir aussi du côté belge, parce que si la Belgique éclate, même s'il y a pour le moment un gouvernement intérimaire, mais c'est un acharnement thérapeutique, même si un gouvernement intérimaire, qui peut être fort utile pour essayer aussi de ratifier la charte, le traité de Lisbonne avant que le pays ne disparaisse, mais si la Belgique disparaît trop tôt, là aussi, il peut y avoir un problème. La Belgique n'existant plus, il n'y aurait plus donc de pays reconnus pour ratifier ce document. Donc il faut 27 États, et si la Belgique disparaît trop tôt, et bien là aussi ça coince. Bon. Donc les groupes ethniques vont avoir une reconnaissance de leurs droits politiques, économiques, culturels, et des droits territoriaux grâce entre autres à la charte de l'autonomie locale et puis à la charte de l'autonomie régionale. Et tous ces documents vont permettre de favoriser donc l'émergence de groupes ethniques. Et puis je précise aussi, et j'en parle dans mon livre, La marche irrésistible du nouvel ordre mondial, c'est qu'en réalité on se dirige vers une Europe kosovare. Dans ce sens que les Flamands, les Basques, les Catalans vont certes obtenir des droits, mais sur le long terme, les vrais gagnants de cette Europe ethnique, ce sont les populations extra-européennes. Ces populations présentes en Europe, dans les États européens, vont dire mais si les Flamands, les Catalans, etc. ont des droits, pourquoi pas nous? Et dans le cadre de la non-discrimination qui est donc combattue dans les instances européennes, il va de soi que ces populations extra-européennes pourront réclamer des droits culturels, religieux et territoriaux. Et il va se passer Et ben voilà, c'est exactement. Et ça, on va vivre dans quelques semaines, quelques mois, un événement prodigieux, puisqu'on va avoir l'indépendance d'un État, le Kosovo, qui n'a jamais existé, et qui plus est, un État musulman. Et à l'origine, le Kosovo est une province serbe, de culture serbe, et puis peu à peu les musulmans ont occupé le territoire, ils sont devenus majoritaires, et maintenant ils prennent, si je puis dire, la poudre d'escampette, et ils deviennent indépendants dans quelques temps. Eh bien, les populations musulmanes qui occupent des territoires en France, en Italie, puis en Allemagne aussi, ça va leur retomber sur le coin du nez, vont pouvoir se dire... C'est surtout la Turquie. Et surtout les Turcs, ils sont musulmans aussi. Eh bien, ces populations musulmanes qui forment des groupes compacts en Seine-Saint-Denis, par exemple, vont pouvoir dire, on a l'exemple du Kosovo, un pays qui n'a jamais existé, qui a une population largement musulmane, ils ont eu leur indépendance, pourquoi pas nous? Et surtout, avec tous les textes européens qui nous permettent donc de défendre nos droits, nous avons toutes les possibilités pour avoir notre indépendance à condition d'atteindre cette fameuse masse critique, c'est-à-dire un pourcentage d'occupation du sol, 70, 75, puis 80%, 85, et puis 90%, puis à un moment donné, ça bascule et on peut avoir notre indépendance. Donc en réalité, on se dirige vers une Europe kosovare. Est-ce que vous pouvez nous parler 2 minutes, même un peu plus, de ce qui se passe actuellement sur le continent américain? Oui, continent nord-américain. Comme je le disais, il y a l'émergence de grands pôles unifiés européens avec le traité modificatif qui est vraiment la dernière ligne droite. Et puis, vous avez le lancement depuis mars 2005, c'était lancé au mois de mars 2005 à Waco, au Texas, et de la manière la plus officielle, puisqu'il y avait le président Bush, à l'époque c'était Paul Martin pour le Canada et Vicente Fox pour le Mexique, le lancement d'une communauté nord-américaine qui doit donc s'appeler Union nord-américaine avec une monnaie unique, l'Amero. Et d'ailleurs, il suffit pour les esprits curieux d'aller sur Internet, sur YouTube, et de taper en anglais Union nord-américaine, North American Union, ou bien Amero, et ils auront des reportages de CNN, entre autres, sur ce projet,
qui a été lancé déjà en 1912 par le conseiller du président Wilson, qui s'appelait Colin House, et qui, dans son livre Philippe Dru, administrateur, donc dictateur en réalité, qui raconte l'histoire d'un officier de West Point qui fait un coup d'État et qui supprime la Constitution des États-Unis et qui établit un système tel que Karl Marx l'aurait rêvé, selon l'expression de Colin House. Eh bien, il y a le titre du chapitre 52. Il ne dit pas qu'il faut mettre en place une union nord-américaine, il dit qu'il faut mettre en place une unification de la partie ouest de l'hémisphère occidental dans le cadre de la Nouvelle République, une formule de ce style. Et dans le chapitre qui développe, ça correspond à l'Amérique du Nord. C'était en 1912 et le projet a été lancé en 2005. Donc on voit, à quasiment 100 ans, cette permanence et ça ne bouge pas. Il y a des moments où les choses vont s'assoupir, mais tôt ou tard c'est relancé. Et donc il y a cette volonté de lancer, de créer cette union nord-américaine qui, dans les textes officiels, doit voir le jour en 2010. C'est quand même pour bientôt. Et ensuite, l'objectif, c'est, après avoir créé ce pôle européen unifié, ce pôle nord-américain unifié, de créer un bloc euro-atlantique unifié, politique, économique et militaire, avec une assemblée transatlantique gérant ces deux pôles. Et là aussi, dans les textes officiels, ça doit être clos pour 2015. Donc là, vous parlez, entre autres, dans votre livre, de Atlantic Brücke. Ça Oui. veut dire en français pont Atlantique. Alors il y a quelques personnages curieux dans ce... Oui, surtout le patron d'Atlantic Brücke. Oui. Atlantic Brücke, c'est donc un think tank allemand puissant qui vraiment ne ferait, si je puis dire, qu'avec des personnes qui ont beaucoup d'argent, qui ont un compte en banque sérieux, et puis qui ont des activités professionnelles qu'on voit pas, enfin qu'on ne rencontre pas facilement quand on va prendre son métro. C'est la crème de la crème mondialiste. Et d'ailleurs, c'est un think tank allemand qui donc a pour objectif de resserrer les liens euro-américains et qui chaque année donne un prix à une personne ayant œuvré à ce rapprochement euro-américain. Et cette année, le patron d'Atlantic Brücke a donné ce prix à Condoleezza Rice, secrétaire d'État américain. Et donc, c'est cette fameuse carte, photo plus exactement, avec Condoleezza Rice qui en 2007 a reçu ce prix. Et vous avez à côté Helmut Kohl qui lui a remis ce prix et qui est en contact aussi avec Atlantic Brücke. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est de connaître le nom du patron d'Atlantic Brücke qui s'appelle Thomas Enders. Donc je rappelle que le patron, Thomas Enders, à la tête d'Atlantic Brücke, a pour objectif de resserrer ses liens euro-américains. Et ce Thomas Enders, tout en étant le patron d'Atlantic Brücke, est aussi le patron d'Airbus. Alors là, ça commence à coincer, puisque Airbus, il paraît que c'est dit à la télé, donc ça doit être vrai, Airbus a pour objectif de s'opposer à Boeing, le rival américain. C'est-à-dire, il y a 15 jours, ils ont annoncé qu'ils vont ouvrir une usine aux États-Unis. Oui, mais on commence à comprendre pourquoi il y a ce double jeu, puisque le fameux patron d'Airbus, Thomas Enders, et en même temps le patron d'un institut Atlantic Brücke, dont le but est de resserrer ces fameux liens euro-américains. Donc en réalité, Airbus est entre de mauvaises mains. En tout cas, pour faire contrepoids à Boeing, c'est pas Thomas Enders qu'il fallait mettre. Et d'ailleurs, à titre indicatif, j'ai envoyé mon livre au patron de ADS, Louis Gallois, et j'ai mis un petit post-it pour le chapitre consacré à Atlantic Brücke en mettant « Ce chapitre devrait vous intéresser ». J'ai pas eu de réponse. Peut-être pas plus. Il était sans doute déjà intéressé et il a passé ça aux oubliettes, quoi. Et puis de toute manière, à ce niveau-là, ces gens-là, ils font partie du système. Donc en réalité, il y a une façade qu'il faut pour le bon peuple, et puis par derrière, on s'arrange. Donc en réalité, évidemment, je ne suis pas dupe du double jeu du personnage. En fait, rien n'est le fruit du hasard. Rien. Ça a été fomenté depuis longtemps. Rien. Préparé, Oui. calculé. Simplement, il y a une façade, il y a une pièce de théâtre. Vous savez, c'est Balzac qui disait qu'il y a l'histoire officielle, mais en réalité, derrière l'histoire officielle, il y a l'histoire officieuse. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire qui sent les sous-bras. C'est ça, la vraie, celle qui pue. De toute manière, les relations internationales, ça pue, puisque c'est une affaire de gros sous, des intérêts immenses, colossaux, et puis il y a toujours quelques morts par-ci par-là, parce que faut bien faire avancer la chose. Et en réalité, voilà, des gens qui gênent, et puis tout d'un coup, il y a une personne qui se suicide, on ne sait pas pourquoi, pourtant ça avait l'air d'aller. Puis bon, mais non, en réalité, tout est préparé, agencé.
Ce qui change, c'est la rapidité. Aujourd'hui, ça va bien plus vite qu'il y a 30 ou 40 ans. Il peut y avoir parfois, pour des raisons X, des moments où cela ralentit parce qu'il faut attendre que telle chose produise. Voilà. Et il faut aussi agiter le peuple avant de s'en servir, comme disait Talleyrand, qui en ce domaine-là s'y connaissait. Mais il faut bien comprendre que tout ça s'est agencé. Et entre autres, dans ces relations euro-américaines, je cite dans mon livre La marche irrésistible du nouvel ordre mondial, cette fameuse fondation franco-américaine qui a été créée en 1976 par, alors officiellement Valéry Giscard d'Estaing côté français et le président des États-Unis de l'époque, Gerald Ford. En réalité, c'était créé côté américain par le CFR, le Council of Foreign Relations, côté américain donc, et côté français par quelqu'un dont on connaît le nom depuis l'affaire Clearstream, Jean-Louis Gergorin. Et dans cette affaire, cette fondation franco-américaine, il faut toujours s'intéresser à l'argent. D'où vient l'argent? Alors je cite certains noms, mais il y a quand même un qu'il faut citer en priorité, c'est l'ancien patron du groupe Carlyle, Frank Carlucci, qui travaillait en liaison avec l'administration de Bush et Ben Laden. Alors, rien que ça montre à quel niveau on se situe. Puis il faut savoir aussi que pour cette fondation franco-américaine, parmi ceux qui financent, il y a aussi EADS. Là aussi, c'est intéressant de souligner. Je crois aussi la Société Générale qui est dans le coup. Et puis parmi les différents patrons... La BNP. La BNP aussi, n'ayons pas peur. La BNP aussi. Ils sont tous là, quoi. Voilà, en tout cas les gros bonnets, comme on dit. Et ça c'est le côté des finances. Après, voilà. Alors, il faut voir aussi un des grands patrons de la fondation franco-américaine, c'est pas n'importe qui. Un des grands patrons a été un certain John Negroponte, qui est l'actuel grand patron de tous les services de renseignement américains. C'est-à-dire, c'est pas n'importe qui. Et puis surtout, cette fondation franco-américaine recrute l'élite de l'élite politique, économique, journalistique et militaire, que ce soit côté américain, côté français. Et depuis 1976, vous avez à peu près 130 Américains qui ont été sélectionnés, et idem à quelques unités près côté français. Alors côté américain, vous avez Clinton, évidemment, mari comme femme. Alors pour y rentrer, évidemment, il y a une sélection drastique. Alors côté français, vous avez des hommes politiques de gauche et de droite, alors ça ne veut plus rien dire gauche et droite, mais des hommes de gauche comme François Hollande, comme Pierre Moscovici, Arnaud Montebourg. Côté droite, vous avez Alain Juppé, et puis vous avez aussi, parmi les personnes recrutées et qui sont ailleurs au sein de l'équipe gouvernementale Sarkozy, vous avez Valérie Pécresse, qui donc pour les universités, et puis vous avez aussi le porte-parole du gouvernement, un certain Laurent Wauquiez. Oui. Voilà. Député de Haute-Loire. Député de Haute-Loire. Voilà. Et puis vous avez aussi une kyrielle de journalistes. Alors, vous avez Jean-Marie Colombani, vous avez Christine Ockrent, vous avez Yves de Kerdrel, vous avez Eric Israelevich, bref, énormément de personnes au sein de ces Young Leaders. Vous avez aussi un certain Nicolas Dupont-Aignan dans la liste des Young Leaders. On peut s'étonner, puisque officiellement il défend la cause nationale, et on n'arrive pas à comprendre pourquoi il fait partie de cette liste des Young Leaders qui a pour objectif de resserrer et d'améliorer les relations franco-américaines. C'est étonnant. Également Yann Thomas. Oui. Qui est de l'entreprise Boeing. Oui, il y a ça aussi. Vous avez Airbus qui est... comment s'appelle la personne chez Airbus? J'ai plus son nom en tête, mais c'est dans la liste, parce que j'ai mis dans mon livre La marche irrésistible du nouvel ordre mondial tous les noms. La liste officielle, ça fait quand même 200, en tout, américains et français confondus, 270 noms. Et avec le nom de la personne, ses activités et entre parenthèses l'année de recrutement. En sachant que, qui plus est du côté français, les Français sont recrutés même pas par un Français, mais pendant de longues années, ces Young Leaders français ont été recrutés par Ezra Suleiman, qui est membre du CFR, et qui en particulier est un proche de Henri de Castres, patron d'AXA Assurance, très proche de Nicolas Sarkozy, et Ezra Suleiman fait aussi partie de l'Institut Montaigne, où on retrouve certains membres des Young Leaders français, comme un certain Philippe Val, il y a aussi Guy Carcassonne, le juriste. Enfin bref, la finalité de cette fondation franco-américaine, et d'ailleurs ils le disent de la manière la plus nette possible, et je vais citer donc le texte officiel des Young Leaders, il dit ceci, je cite: le programme phare des Young Leaders, piloté par les deux entités, sont entendues New York pour la Fondation franco-américaine côté américain et Paris côté français, vise à créer et à développer des liens durables entre des jeunes professionnels français et américains talentueux et pressentis pour occuper des postes clés
dans l'un ou l'autre pays. Ce qui fait que l'objectif pour cette fondation franco-américaine, c'est d'avoir un vivier, de telle manière que peu importe les personnes qui arrivent au pouvoir, ils auront leurs hommes et leurs femmes à eux. Donc, l'influence qui va avec. Donc, bien sûr, Ils sont en train de tout noyauter. Ils noyautent. noyautent. Tout est noyauté dans cette affaire. Donc là, ils tiennent les finances, ils tiennent les médias, Ils tiennent les journalistes. les grandes compagnies, quand Et- même, je viens de voir La Redoute, par exemple. La Redoute, le patron aussi d'Arte en fait partie. Oui. Vous avez aussi Areva, Anne Lauvergeon, qui était auparavant conseillère de François Mitterrand. Toute la crème politique, économique, journalistique, ce qui fait que tout est verrouillé. Il y a plein de sénateurs américains. Voilà, des sénateurs américains. Parmi les hommes politiques français, vous avez un certain Chartier aussi, membre de l'UMP. Vous en avez bien d'autres. Non, tout est... Ah, c'est bien organisé. Il y a plus quand même de membres de l'UMP que du Parti Socialiste. Oui. Enfin, quand même, quand il y a François Hollande, Arnaud Montebourg ou Pierre Pour les Moscovici, secrétaires, c'est pas triste non plus. là, on tape là où il faut. Donc, si Ségolène Royal avait gagné les élections présidentielles, la Fondation franco-américaine, via ses Young Leaders, avait son pied-à-terre à Matignon et à l'Élysée, avec François Hollande, Pierre Moscovici, Arnaud Montebourg. Voilà. Vous avez même un ancien socialiste qui était ministre de la Défense, Alain Richard, qui fait partie des Young Leaders. Comme François Léotard, qui lui est de l'autre côté de l'échiquier politique. Mais de toute manière, peu importe, c'était leurs hommes et leurs femmes à eux. Des postes clés, des hommes. Occupant les postes clés dans tous les domaines. Et c'est eux qui ont le dernier mot. Alors, revenons 2 minutes donc, à notre traité de Lisbonne. Oui. Ce qui est actuellement dans les médias. Oui. Et qui est l'élément décisif qui fait que s'il est ratifié par les 27 États, la France est une simple province, un simple élément administratif de l'Empire européen. Et je dis bien Empire européen, et je ne fais que citer le président de la Commission européenne, Barroso, et je donne la citation, les propos tenus par Barroso le 10 juillet 2007, je cite, « Parfois j'aime comparer l'Union européenne en tant que création à l'organisation des empires. Nous avons la dimension de l'empire, mais il y a une grande différence. Les empires ont été habituellement bâtis par la force avec un diktat imposant du centre sa volonté aux autres. Maintenant, ce que nous avons est le premier empire non impérial. » Ça ne colle pas trop, mais enfin bon. Nous avons 27 pays, pleinement décidés à fonctionner ensemble et à mettre en commun leur souveraineté. Je crois que c'est une grande construction dont nous devrions être fiers. Au moins, nous, à la Commission, nous en sommes fiers. C'est un empire. Au moins, il a la franchise. Ils oublient simplement une chose, finalement, c'est que dans la plupart des cas, les peuples ne sont pas consultés. Oui, et d'ailleurs, si on s'amusait à consulter les peuples, ils diraient non. Ça serait non partout. Alors, en réalité, on s'engage dans une forme de dictature, dans une dictature tout court, parce qu'en particulier, il se passe un événement grave aux États-Unis, et ça va rejoindre le traité modificatif, vous allez voir, c'est que les États-Unis, depuis le 11 septembre, se sont engagés dans une voie qui les conduise à une dictature, avec violation de la vie privée, que ce soit téléphone, Internet, etc., sans mandat judiciaire d'ailleurs, et vous avez énormément de mesures qui ont été prises, mais qui sont encore suspendues, style le John Warner Act, et puis un autre document qui a été signé par l'administration Bush de mai 2007, qui s'appelle le National Security Directive, je crois. Oui, c'est ça, de mai 2007, et qui a pour objectif d'appliquer une autorité complète et totale, même pas à l'administration Bush, ou peu importe son nom, parce que ce sont les noms qui changent, mais au président ou la présidente des États-Unis, en lui donnant tous les pouvoirs politiques, judiciaires et législatifs. Une fusion des trois pouvoirs. Il n'y a plus de séparation. Parce que c'est un dictateur dans ces cas-là. Et ces documents ne peuvent être appliqués qu'après l'arrivée d'un événement très grave. Alors, que ce soit un cataclysme, style la faille de Sant'Andrea, qui crée de telles pagailles qu'il faut prendre des mesures drastiques, une crise économique gravissime, un acte terroriste gravissime, style 11 septembre, et quand même, je rappelle que fin août 2007, vous avez c'est au Dakota, oui, des ogives nucléaires qui ont disparu. On a eu quelques-unes, on ne les a pas retrouvées, et puis les hommes et les femmes qui étaient chargés de s'en occuper
manque de peau, ont eu des problèmes de santé, accident de voiture, enfin ils sont morts, accident de voiture, accident de moto, puis il y en a un aussi qui s'est suicidé en faisant fonctionner sa voiture dans son garage, en bouchant tout. Enfin bref, qu'est-ce qu'il leur a pris à ces gens-là de se suicider à tire-larigot ou de mourir comme ça brutalement? Enfin en tout cas, les ogives en question n'ont pas disparu, et il va de soi que si une explosait, il va de soi que ces documents qui sont signés mais suspendus seraient appliqués, et là, ce serait littéralement une dictature. C'est le principe de l'exécutif unitaire. Et pourquoi j'en parle? Parce qu'avec cette volonté de créer cet État, ce bloc euro-atlantique, ces mêmes mesures qui existent et qui vont être appliquées, et qui sont en cours d'application aux États-Unis, et pour le Canada, pareil, eh bien, il y aura un effet de duplication. Donc il y ait une uniformisation, harmonisation de toutes ces mesures en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne. Et en particulier dans le cas américain, vous avez donc le principe de l'exécutif unitaire, et c'est le président de la Cour suprême des États-Unis, qui s'appelle John Roberts, qui mène le bal pour imposer, il n'est pas le seul évidemment, mais il joue un grand rôle du fait de son poste, pour appliquer ce principe de l'exécutif unitaire. Et le 16 juillet 2007, et j'en parle dans mon livre, eh bien, John Roberts, avec toute son équipe, a rendu visite à Sarkozy. À mon avis, c'est sûrement pas pour parler des relations de l'amitié franco-américaine, mais en gros pour parler des mesures qui doivent voir le jour. Et les fameuses réformes que Sarkozy veut appliquer, les fameuses modifications institutionnelles, etc., ne sont là que pour renforcer le pouvoir du président dans le cas de ce fameux exécutif unitaire. Et on observe le même phénomène dans le cas allemand, dans le cas anglais. Et donc il y a une convergence, que ce soit du côté nord-américain et européen, pour aboutir à une dictature, tout simplement. Voilà. Et malheur aux faibles, malheur aux handicapés, malheur aux esprits libres, ils n'auront pas d'avenir. Non, mais de toute façon, il est certain que toutes les fédérations ne peuvent être gouvernées que par une dictature. En serrant la vis. C'est pas possible autrement. Exactement. Et donc, on va vers la dictature. Et d'ailleurs, on y est déjà. Oui. Simplement, ça va monter en puissance. Et puis, il suffit qu'il y ait un événement grave, un attentat, mais vraiment, vraiment un événement grave. Je dis crise économique, un cataclysme naturel qu'on peut aussi provoquer. La faille de Sant'Andrea, une bombe atomique dans les entrailles de la Terre, un endroit bien placé, ça peut aider à provoquer un cataclysme. Peu importe la méthode utilisée, l'objectif, c'est de provoquer l'effroi dans la population, la panique. Le prétexte. Et quand il y a des gens paniqués, eh bien, on peut tout leur faire faire. Et donc là, ils sont prêts à accepter n'importe quoi. Et vous savez, il y a un élément révélateur, c'est les événements du 11 septembre 2001. Les mesures qui ont été appliquées n'auraient jamais pu se mettre en place sans ces événements-là. Et vous avez un think tank américain qui est le PNAC, qui est le think tank qui s'intitule Projet pour un nouveau siècle américain, dirigé par les néoconservateurs, William Kristol, etc., Robert Kagan. Et dans un rapport de septembre 2000, donc exactement un an avant les événements du 11 septembre, il y a ce passage d'un compte rendu d'un rapport donc, qui a été pondu par ce PNAC, que je dis troublant, en mettant des guillemets. Je cite, rapport donc sorti en septembre 2000, de plus, le processus de transformation, en s'entendu des réformes institutionnelles américaines, même s'il apportera un changement révolutionnaire, sera probablement long en l'absence d'un événement catastrophique et catalyseur, donc je reprends cette expression, sera probablement long en l'absence d'un événement catastrophique et catalyseur, comme un nouvel Pearl Harbor. Eh bien, le Pearl Harbor, ils l'ont eu un an après. Ça rend service. C'est curieux. L'air de dire, écoutez, oui, ça prendra du temps, sauf s'il y a un nouveau coup dur. Le coup dur, coup de peau, un an après, on l'a. Le hasard. Bizarre. Le hasard. Ouais. Tu continues Non, l'espace d'un instant, je suis un peu interloqué parce que c'est dramatique. Oui. C'est dramatique, c'est effrayant. C'est effrayant ce que nous raconte Pierre Hillard. Moi, Eh ben, vous savez, il y a une chose qui est, je parle par exemple du cas des États-Unis, où vous avez toutes ces mesures qui sont là, les dernières mesures qui ont été signées mais qui sont encore suspendues pour donc préparer les États-Unis à la dictature.
normalement, vous avez deux documents qui sont là pour empêcher une dictature aux États-Unis. Vous avez un document de 1807 qui est l'Insurrection Act et un autre document de 1878 qui est c'est une formule latine, qui est le Post Comitatus Act et qui donne des droits aux États fédérés face au gouvernement fédéral, de telle manière que le gouvernement fédéral américain ne puisse pas faire ce qu'il veut. Eh bien, les nouveaux documents qui ont été signés mais qui sont encore suspendus balaient tous ces droits-là et donnent les pleins pouvoirs à l'autorité suprême américaine, de telle manière que véritablement, il n'y aura qu'un seul patron et les États-Unis, une véritable dictature. Mais ils se sont engagés dans cette voie-là. Et ça fait tache d'huile au niveau de tous les États européens. Par rapport à la Chine, les États-Unis vont bientôt changer de dollar, De monnaie. de monnaie. Donc quel est l'objectif? Parce que ce n'est pas uniquement changer l'entête d'un papier, je suppose. Oui. Alors c'est aussi, ça a été dit d'une manière très nette dans la revue Foreign Affairs, qui est la revue du CFR, qui est sortie cette année en avril-mai 2007, sous la plume de l'économiste du CFR qui s'appelle Ben Stel. Et le titre de l'article est très net. Il s'intitule « Vers la suppression des monnaies nationales ». Donc déjà ça, c'est net. Où il dit en gros, il faut que toutes les monnaies disparaissent, et entre autres celles des États-Unis, pour aboutir à une monnaie unique. Mais en précisant qu'il y aura aussi quand même des étapes. Parce que l'objectif finalement, c'est une uniformisation de tout. Mais ils ne peuvent pas passer de but en blanc. Et je rappelle quand même que cette uniformisation monétaire avait été annoncée par le fameux livre de H.G. Wells, le fameux écrivain anglais qui avait écrit La main visible ou La machine à remonter le temps, un livre sorti en 1914 qui s'intitulait La destruction libératrice, où il dit qu'il faut créer un État mondial avec une monnaie unique. Eh bien, ça y est, le CFR en parle. Et le dollar, il faut le faire chuter de telle manière qu'on puisse procéder à une étape supérieure, à une uniformisation monétaire du continent nord-américain, avec une seule monnaie pour l'Amérique du Nord, une seule monnaie pour l'Europe, ça c'est déjà fait, une seule monnaie pour l'Amérique du Sud, etc. Puis à la fin, l'étape suprême sera de fusionner toutes ces monnaies pour créer une monnaie universelle. Il y a quand même un petit problème pour les États-Unis, c'est la Chine. Oui. Qui est en train de monter en force. Oui. Alors, il paraît même qu'ils auraient de l'argent au noir. Non. Qui pourrait... Ah bon. Non, je ne sais pas. Qui pourrait même clairement acheter la Banque fédérale américaine. Oui. Bah, en réalité, ils se tiennent par la barbichette parce que les fameux bons du trésor américains sont achetés par la Chine, donc ça permet aux États-Unis de tenir le coup, mais en même temps, les Chinois, ils ont besoin... ils vendent leurs produits. S'ils tuent la poule aux œufs d'or, s'ils tuent les pays comme les États-Unis, ben, ils s'écroulent. Donc en réalité, tout le monde se tient par la barbichette. Et à ce niveau-là, il y a ce qu'on appelle, j'aime pas utiliser ce mot anglais, mais le deal. Je te donne ça, tu me donnes ça, il y a des arrangements. Donc en gros, il y a un gâteau, il faut se le partager. Et chacun a intérêt à ne pas tuer l'autre, parce qu'il se tue lui-même. Voilà. Donc il faut qu'il y ait un arrangement. Là, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais... peut-être pas s'inquiéter, ils trouveront bien un arrangement. Mais, vous savez, il y a une corruption profonde, même côté chinois. Déjà, quand on parle de la puissance chinoise, il y a quand même un bémol qu'il faut mettre, c'est leur démographie. Déjà, quand on ne fait qu'un seul enfant, alors qu'il faut minimum, officiellement 2,1, en réalité 3 enfants pour assurer le renouvellement des générations, un pays qui n'a qu'un enfant, donc économiquement, c'est pas viable. Mais c'est encore pire en Chine que dans les pays occidentaux, parce que c'est l'enfant mâle. On a supprimé les nouveau-nés filles, et ce qui fait que, c'est stupide, parce que jusqu'à encore aujourd'hui, pour faire un enfant, il faut un homme et une femme. Eh bien, quand on supprime des femmes, c'est ce qu'on a fait côté chinois, vous avez quand même 40 millions de jeunes femmes chinoises qui n'existent plus, parce qu'elles ont été supprimées à la naissance. Ce qui fait que vous avez 40 millions de Chinois en âge de se marier, eh bien, même s'ils veulent se marier, façon la chanson de Patrick Juvet, où sont les femmes, il en manque 40 millions. Et ça, pour la Chine, c'est une tuile. Parce que même voudrait-il relancer la démographie chinoise, il manque 50% du matériel, il manque les femmes. Et ça, c'est un point négatif énorme pour eux. Moi, je voulais revenir à une chose quand même, à la situation française. Oui. Le tableau a été brossé d'une manière générale. On reviendra dans d'autres interviews sur le détail, livre par livre, sans aucun doute. Mais je voudrais savoir, que va devenir la force de frappe nucléaire française au sein de l'Europe?
Effectivement, c'est le petit détail. Petit détail. Eh bien, cette force nucléaire française, du fait de la primauté de ce droit européen, du fait de l'émergence de l'État européen, donc prenant le dessus, eh bien, il va devoir muter vers des instances supérieures bruxelloises. C'est obligatoire. Alors au début, il y aura des arrangements, des entre-deux, si je puis dire, mais inexorablement, il faudra que ça soit l'Europe qui ait le dernier mot. Même si c'est la France qui appuie sur le bouton, elle ne pourra le faire qu'avec l'autorisation supérieure de Bruxelles. De toute façon, il y a le haut responsable des affaires étrangères maintenant. Oui, qui aurait été le ministre des Affaires étrangères, on a simplement changé le nom. Oui. Mais de toute manière, Bruxelles aura toujours le dernier mot. Donc fatalement, le nucléaire sera une affaire bruxelloise. Tôt ou tard. Il y a pas si longtemps encore, M. Sarkozy nous a parlé d'une union méditerranéenne. Oui. Alors, vous dites dans votre livre que c'est une histoire ancienne. Oui, Alexandre le Grand, voyez-vous, c'est cette volonté ancienne de vouloir unir l'Occident et l'Orient, et de fusionner, ça c'est l'esprit mondialiste, qu'il y ait des échanges étroits entre l'Occident et l'Orient, évidemment qu'il faut... il y a toujours eu, et quand on peut, qui plus est, établir des liens amicaux avec les habitants de ces contrées, il faut être fou pour s'y opposer. Mais en réalité, ça va bien au-delà de la coopération étroite et naturelle. L'objectif, c'est de fusionner ces deux mondes et de les mélanger. Et vous savez, il y a une chose qui est intéressante, c'est tout ce qui est voies les routes, les voies ferrées et les tunnels qu'on construit. Dans le cas, par exemple, américain, je parle du Nasco Corridor, qui est cette grande allée qui part du Mexique, qui traverse tout le milieu des États-Unis, le Mississippi, jusqu'au Canada, pour créer une grande avenue, si je peux dire, de routes, de voies ferrées, qui sera une sorte de grande artère pour cette Amérique du Nord. Eh bien, dans le cas du Proche-Orient et de l'Europe, vous avez des voies de communication qui se créent et qui sont, j'allais dire, les éléments préalables qui permettent ensuite l'unification politique. Un exemple, vous avez la volonté de créer un tunnel, non pas sous la Manche, mais sous Gibraltar. Et donc, fatalement, c'est l'élément qui permet de raccorder économiquement tous les pays d'Afrique du Nord à l'Union européenne, préalable à l'unification politique. Vous avez, entre autres, la volonté c'est en cours de construction, je crois d'ailleurs, de construire un tunnel sous le Bosphore. Là aussi, c'est pour créer des liens économiques encore plus étroits entre la Turquie et l'Europe, préalable à l'unification politique. En gros, le nouvel ordre mondial passe par la route. Vous pensez que le contrat que M. Sarkozy a vendu au Maroc, au Alger, l'Algérie, oui. L'Algérie, il y a un lien avec... Ah oui, ça fait partie, et la Libye aussi. Kadhafi fait partie aussi du système. L'objectif, d'ailleurs, Kadhafi s'est plié au système, sinon il aurait connu le sort de Saddam Hussein. L'objectif, c'est de réussir à intégrer tous les pays du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord à l'axe, même pas européen, mais à l'axe euro-américain. Et d'ailleurs, je montre sur la couverture de mon livre, La marche irrésistible du nouvel ordre mondial, cette carte inédite sortie dans une revue militaire américaine en juin 2006, AFJ, Armed Forces Journal, qui présente donc une carte recomposée du Proche-Orient en fonction des critères ethniques et religieux, sunnites et chiites. Et d'ailleurs, c'est la suite de la carte de l'Europe, elle aussi décomposée. Et l'objectif, et c'est un Américain, pas n'importe lequel, qui s'appelle Bruce Jackson, qui a dit qu'il fallait créer une euro-région de la mer Noire. Une euro-région, c'est la réunion de différentes régions, de différents pays, Turquie, Bulgarie, etc., qui constituent une seule et même entité politique, économique, administrative. Et il dit à un moment donné, ce Bruce Jackson en 2004, qu'il faut que cette euro-région de la mer Noire soit l'interface entre le Proche-Orient et l'Europe elle-même associée à l'Amérique du Nord. Le rôle de la Turquie, finalement. Qui est le pont. Qui est le pont. Mais il faut que l'ensemble soit régi par les mêmes lois, les mêmes règles, et si possible la même mentalité. D'où cette revue militaire américaine AFJ, qui sous la plume d'un officier de renseignement, qui s'appelle Ralph Peters, dit qu'il faut entre eux créer un sort de Vatican de l'islam pour modifier l'islam et pour le rendre en gros assimilable à l'esprit du commerce. Eh oui, tout se tient en réalité. Tout est lié. D'accord. Bon, merci beaucoup pour cette interview. Merci. Et à bientôt. À bientôt Sûrement. sur notre web télé des souverainistes. C'est sûr. Merci.